Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue les grandes articulations. Fin à Conakry de la 6e grande commission mixte de coopération guinéo-sénégalaise. Les travaux ont duré 48 heures et ce n'est pas fortuit. Une dizaine d'accords signés par les deux parties. Ils reposent sur divers domaines d'activité. Et puis cette manœuvre maritime d'envergure est baptisée Obangame Express. L'exercice se déroule dans les eaux riveraines du golfe de Guinée. Un renforcement des capacités opérationnelles. La préfecture maritime veille à la réussite. C'est une tradition. La mare de Barreau dans la préfecture de Kouroussa, une retrouvaille pour mettre en valeur ce patrimoine culturel. Le parrainage et le marrainage sont respectivement assurés par les ministres de la Culture et de la Pêche. C'est tout pour le sommaire. Feuille d'audience à la primature. 2 importantes délégations étrangères sont reçues par le chef du gouvernement, un groupe d'investisseurs turcs. Peu après, la patronne de la diplomatie sénégalaise, il est question d'intensifier la coopération bilatérale. Ousmane Bangoura, compte rendu. C'est une délégation d'hommes d'affaires turcs que le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu en audience, introduit par l'ambassadeur de Guinée en France. Ces investisseurs sont intéressés par plusieurs secteurs clés de l'économie guinéenne, notamment les infrastructures, l'énergie et l'agro-industrie. Alors aujourd'hui, au-delà d'apporter des solutions techniques, des innovations, on va apporter un soutien, ça veut dire on va apporter de l'emploi également en investissant sur ce sol. Ça va permettre d'évoluer, ça va permettre d'avoir cette vision claire qu'a le pays pour le projet de Simandou par exemple, amener des infrastructures, de réapprovisionnement et toute une économie qui va subir un changement grâce à ce soutien-là. Le chef du gouvernement a salué cette démarche qu'il qualifie de prometteuse pour la relance économique du pays. Il a assuré les investisseurs de la disponibilité de son équipe à faciliter les procédures pour la concrétisation des projets structurants. Quelques heures plus tard, le Premier ministre Amadou Ouriba s'est entretenu avec la ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Cette rencontre intervient dans la dynamique de la relance de la grande commission mixte entre Conakry et Dakar. Introduite par son homologue guinéen, Dr Maurice Sandan Kouyaté. Occasion pour la patronne de la diplomatie sénégalaise de réaffirmer l'engagement du Sénégal à raffermir les relations bilatérales, en particulier dans les domaines des transports, de la sécurité et de l'intégration régionale. C'est une volonté des instructions de nos chefs d'État qui nous ont instruits de tout faire pour que cette grande commission mixte se tienne et que des recommandations et des engagements forts en sortent afin que nous puissions ensemble travailler vers donc une réelle intégration de nos deux pays et de nos deux économies. Il est inconcevable que les deux pays frères, la Guinée et le Sénégal, puissent rester pendant 17 ans sans se réunir autour des questions importantes d'intégration. Donc je voudrais la remercier au nom du chef de l'État et le Premier ministre aussi l'a fait. Et nous sommes sûrs que les travaux qui vont se clôturer aujourd'hui vont aboutir au désir de nos deux chefs d'État, c'est-à-dire au renforcement de nos relations, je dis toujours pas de coopération seulement, mais de fraternité. 2 audiences successives qui marquent l'ouverture diplomatique de la Guinée et la volonté du gouvernement de concrétiser ses ambitions de développement par des partenariats solides. Coopération guinéo-sénégalaise. La 6e grande commission mixte a pris fin à Conakry. 2 jours d'intenses activités avec à la clé une dizaine d'accords signés. Les deux parties misent sur divers domaines. La clôture est coprésidée par les 2 ministres des Affaires étrangères. Le point complet avec Makeme Donzo. Au total, 15 points d'accord ont été trouvés entre la République de Guinée et la République du Sénégal. Ils viennent s'ajouter à l'ensemble des domaines qui font la beauté de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette 6e session s'est penchée sur des secteurs de développement stratégiques comme l'éducation, les infrastructures ou encore le commerce. Les deux parties se sont aussi penchées sur la sécurité frontalière. La rencontre a duré 2 jours et les travaux étaient placés sous le signe du renouveau. 17 ans que la Guinée et le Sénégal ne s'étaient pas réunis pour parler de leurs problèmes communs.
Mais pendant ces 17 ans, les gouvernements qui nous ont précédés partaient chaque année aux Nations Unies, chaque année à la CEDEAO, chaque année à l'Union africaine, mais ne pouvaient pas se concerter en voisins immédiats. C'est pourquoi, ma soeur et moi, elle est d'accord, nous devons féliciter nos chefs d'État qui ont pris cette décision de fraternité, d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En se fondant sur les visions stratégiques des deux gouvernements, à savoir le référentiel Sénégal 2050 et le programme Simandou 2040, et les ressources naturelles et humaines suffisantes et hautement qualifiées, nos deux délégations ont convenu des actes et des actions fortes, négociées et adoptées dans l'allégresse, dans la joie, dans le respect, dans la fraternité, de nouveaux instruments juridiques que nous venons de signer, toutes choses qui augurent d'un avenir prometteur de notre coopération et de notre fraternité. Sur le plan économique, j'invite les secteurs privés des deux pays à profiter des nombreuses opportunités d'affaires qui existent dans différents domaines. Tout le monde reconnaît que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Seuls les Africains ne le reconnaissent pas. C'est à nous aujourd'hui de le reconnaître et de travailler dans cette direction. J'encourage également les structures en charge de la promotion des échanges commerciaux et des investissements à entreprendre des initiatives innovantes pour renforcer nos échanges économiques. Un comité de suivi est mis en place. Son rôle est de veiller à la mise en musique progressive de ces différents accords. Il se réunira l'année prochaine pour la première phase d'évaluation. D'autres rencontres sont également prévues en 2026 à Dakar et à Conakry pour voir comment se déclinent les points adoptés sectoriel par sectoriel. Pour les deux chefs de la diplomatie, la Guinée et le Sénégal viennent de faire un pas de géant dans le renforcement de leur coopération. Le Sénégal et la Guinée sont liés par une communauté de destin qui trouve sa source dans l'histoire, dans la culture, dans la géographie et dans les liens de sang. C'est pour faire face aux défis auxquels nos pays sont confrontés et pour répondre aux aspirations légitimes de nos populations que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour travailler main dans la main et dans l'avenir dans le cadre de cette commission, de cette grande commission mixte. C'est donc l'occasion pour moi de me réjouir des efforts consentis de part et d'autre en vue d'assurer à nos ressortissants des conditions légales de séjour et d'établissement. Il y a une heure, nous étions en train d'échanger avec le ministre des Finances et la Guinée et le Sénégal ont la même analyse et nous avons la même position face au bouillonnement, que dis-je, au bouleversement sociopolitique et diplomatique dans le monde. Les contacts rapprochés entre les deux chefs d'État sont une illustration de cette vision partagée du panafricanisme pour un développement intégré de notre chère Afrique. Rendez-vous à Dakar en 2027 pour la 7e grande commission mixte de coopération Sénégal-Guinée. Sous la vision éclairée des deux chefs d'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Excellence Général Mamadi Doumbouya, Dakar et Conakry devront trouver de nouveaux secteurs d'activité pour renforcer leur coopération bilatérale. Sur tout autre plan, enseignement supérieur. Conakry accueille pour la première fois la réunion des ministres membres du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, domaine pour lequel une vingtaine d'experts et de ministres africains se retrouvent. Principal enjeu, harmoniser et renforcer les systèmes universitaires du continent. Diarra Diallo. Après 5 jours de travaux intenses dans le cadre de la 42e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, les rideaux sont tombés à Conakry. Cette rencontre ministérielle a permis de valider les principales propositions inscrites à l'ordre du jour et d'adopter plusieurs résolutions majeures pour l'avenir de l'enseignement supérieur africain. Les décisions suivantes ont été adoptées. Décision numéro 001 portant modification du code d'éthique et de déontologie du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Décision numéro 002 portant adoption de la charte d'utilisation du label CAMES. Décision numéro 003 portant prise en charge des frais relatifs à l'examen des demandes d'adhésion des institutions privées d'enseignement supérieur au CAMES. Décision numéro 004 portant approbation de la liste des diplômes reconnus et ou
admise en équivalence par la 39e session du programme de reconnaissance et équivalence des diplômes PRED. Décision numéro 006 portant adoption des langues de travail du CAMES. Décision numéro 007 relative à la soumission à l'accréditation du CAMES des offres de formation des institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche. Sur proposition de ses pairs, Alpha Bakar Bari a été désigné président du Conseil des ministres du CAMES pour l'exercice 2025-2026. Il succède ainsi à professeur Delphine Edith Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur de la République du Congo. Avec cette présidence, la Guinée inscrit son action dans la continuité de l'héritage panafricain du CAMES, tout en ouvrant une nouvelle ère de coopération stratégique en faveur d'un enseignement supérieur africain axé sur l'excellence, l'autonomie scientifique et l'innovation. Nous avons, durant cette année, pu nous prononcer sur bon nombre de questions déterminantes pour l'évolution de nos systèmes d'enseignement supérieur au niveau africain. Et cette session nous a donc permis de faire le bilan de l'ensemble de nos activités, mais aussi de dégager un certain nombre de perspectives qui seront mises en œuvre par mon très cher collègue, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation de Guinée. Il va donc avoir la responsabilité durant cette année de poursuivre l'œuvre qui a commencé il y a de cela 57 ans. Je mesure la responsabilité qu'implique cette décision qui nous honore, mon pays, nos hautes autorités et moi-même, avec le soutien des hautes autorités guinéennes et la franche collaboration des ministres de notre espace. Je n'ai aucun doute que l'énergie et la clairvoyance nécessaires pour assurer le leadership dans la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de notre 42e session ne me manqueront pas. Durant son mandat à la tête du Conseil des ministres du CAMES, Alpha Bakar Bari entend renforcer la coopération sud-sud, promouvoir la digitalisation des pratiques pédagogiques et encourager la mutualisation des ressources humaines entre les pays membres. On poursuit avec l'Académie des sciences de Guinée qui vient de tenir son premier conseil de l'année 2025. Au cours des débats, plusieurs sujets liés au développement de la Guinée ont été débattus. Mariam Kamara. L'aide au développement mondial en général et en Afrique en particulier change de donne depuis un certain temps. Beaucoup de projets se retrouvent sans financement. La Guinée se doit d'avoir une stratégie autonome et résiliente face à cette situation. L'Académie des sciences de Guinée s'auto-saisit pour émettre un avis sur la question, comme le lui confère son attribution liée à celui d'assurer un rôle d'expertise et de conseil. C'est le tout premier au compte de l'année 2025 et le deuxième depuis sa création. L'Académie des sciences de Guinée a cru devoir organiser cette séance. C'est une séance particulière. Quand on voit un peu ce qui se passe dans le monde et des problèmes qui sont quelquefois ignorés soit par la population, soit par même nos responsables. Donc il faut évidemment sensibiliser, alerter sur ce genre de problèmes. Nous avons l'habitude de rencontrer des difficultés en Guinée et nous avons aussi l'habitude de les surmonter. Et c'est pour cette raison donc qu'on a également cru devoir faire un avis par rapport à cette situation. L'Académie des sciences de Guinée a pour rôle d'alerter, de conseiller, mais aussi de proposer aux institutions publiques et privées des démarches, réponses aux difficultés que rencontre le pays. Et aujourd'hui, c'était la présentation de la dernière mouture à laquelle nous avons travaillé au niveau du Collège des sciences juridiques et économiques. Et nous sommes très heureux que cet avis ait été accepté et validé et qui va être publié très prochainement et transmis aux autorités, les plus hautes autorités de notre pays. Un autre point abordé lors de cette rencontre est l'examen et la validation du manuel de procédure administrative. Objectif, définir un cadre formel pour une bonne planification budgétaire, régissant ainsi le fonctionnement de l'Académie des sciences de Guinée. L'Académie, dans ces derniers temps, bénéficie d'une certaine subvention de la part de l'État. Et dans les procédures, si tu reçois l'argent de l'État, tu dois pouvoir justifier. Nous devons répondre à la Cour des comptes. Par conséquent, il faut avoir un manuel de procédure qui règle la gestion administrative et financière.
C'est ce document-là qu'on a aujourd'hui exposé, ça a été validé. La rencontre s'est clôturée sur la présentation de 2 récipiendaires du prix international Christophe Mérieux pour leur contribution à l'amélioration du système sanitaire du pays. Entre la Guinée et l'Italie, un autre domaine de coopération est privilégié. Il s'agit de l'agriculture, mais tout en investissant, le café, cacao, mangue et ananas concentrent les attentions. Le Guita Expo donne naissance à un partenariat. Il est axé sur la mise en relation entre les acteurs nationaux et les opérateurs économiques italiens. Karim Kamara pour en savoir davantage. Ils sont des opérateurs économiques italiens. Leur présence en Guinée ouvre une nouvelle brèche dans la promotion des filières agricoles guinéennes à fort potentiel d'exportation. Ceci se manifeste d'abord par une journée dénommée Guinée Italia Expo, GITA. Ici, il est question de créer un cadre d'échange et de mise en relation entre les acteurs clés des filières cacao, mangue et ananas de Guinée et cette délégation italienne. Nous avons déjà créé un lien. Mais au-delà de cela, comme je vous l'ai dit, la coopération italienne même va financer un projet de développement du cacao en Guinée que nous allons faire ensemble avec les autres parties prenantes, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, au sein duquel il y a beaucoup d'autres services impliqués. Le secteur privé italien et guinéen, ils ont pactisé ici. Il y a eu des commandes devant moi dans la salle. C'est pour cela qu'on fait toutes ces choses-là. C'est pour qu'il y ait des commandes. À travers GITA Expo, la GIPEX et l'Agence italienne de coopération au développement comptent mettre ces filières sur un piédestal qui favorise les échanges, stimule les synergies et ouvre la voie à des collaborations porteuses de croissance et de développement mutuel. La Guinée a une production de qualité de cacao, de café, mais il faut l'augmenter très sensiblement pour être compétitive à niveau du marché international. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion des produits si chers à notre pays. Et donc cet événement participe pour beaucoup à la concrétisation de cette réalité, de cette initiative. Ce partenariat arrive dans un contexte marqué par la mise en place de la nouvelle politique italienne, dite Plan Mattei, en faveur des pays africains. Je tiens à vous rassurer, aux opérateurs économiques qui sont là, qui ne seront pas déçus. Mais de notre côté, il faudrait bien qu'on cherche à changer un peu la donne, en ayant être très expéditif, surtout dans les produits. C'est très important. Sinon, l'Italie est décidée à nous aider. Par-dessus tout, c'est la qualité de ces produits made in Guinée qui a favorisé la tenue de cette journée, au cours de laquelle il a été annoncé l'invitation de la Guinée à la prochaine exposition italienne des produits d'exportation prévue en 2026. Pendant ce temps, appui au perfectionnement de l'administration publique. L'heure est à la capitalisation des acquis. Il s'agit du projet PAPAP dont la fin est prévue ce mois de mai, à quelques jours du terme. Un 5e et dernier comité de pilotage a lieu. Les recommandations sont formulées. Mamadi Terna Kamisoko. C'est la 5e et dernière session des membres du comité de pilotage du projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. Le PAPAP qui ferme ses portes ce mois de mai a permis d'accompagner les réformes du ministère du Travail et de la fonction publique. L'Institut national de formation et de perfectionnement a su qualifier et diversifier ses offres de formation. 600 cadres intermédiaires ont été formés dans les régions du pays. Plusieurs reprises, le ministère du Travail et de la fonction publique a marqué son souhait de pouvoir renforcer les cadres de la fonction publique via les ministères sectoriels, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, mais également de d'autres ministères, puisque l'ensemble quasiment des ministères ont été impliqués dans le cadre de ces formations, mais également de renforcer l'offre de services de l'Institut national de formation et de perfectionnement afin de mieux répondre aux engagements que la Guinée s'est fixés et à la nécessité d'accompagner au mieux les réformes en cours, notamment via le programme Simandou 2040. Avec un taux de réussite de plus de 80%, le projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique a été un franc succès. Aujourd'hui, au ministère de la fonction publique, l'heure est à la capitalisation des acquis. Si ce projet, à travers ce 5e et dernier comité de pilotage arrive à son terme, le chantier de la modernisation de l'administration, lui, reste ouvert. Les défis persistent, notamment nous devons réduire la lourdeur bureaucratique,
accélérer la digitalisation, simplifier les procédures et renforcer la transparence et la redevabilité. J'appelle donc tous les acteurs ici présents à capitaliser sur les acquis du PAPAP en intégrant les bonnes pratiques dans le fonctionnement courant. Ces discussions ont été l'occasion d'extraire les enseignements clés de ce partenariat en vue d'en assurer la pérennité. Le PAPAP est financé par l'Agence française de développement à hauteur de plus de 3 millions d'euros. Administration du territoire. Récente nomination de 56 hommes en uniforme au poste de sous-préfet. Vous le savez certainement. Pour relever ce défi, les promus sont à l'école. La session développe entre autres le management, la déontologie et la rédaction administrative. Amadou Touré. Suite à leur récente nomination au poste de sous-préfet dans les régions administratives du pays, 56 sous-préfets doivent suivre des modules de formation devant leur permettre la maîtrise des compétences dévolues aux autorités administratives qu'ils incarnent et celles des élus locaux d'une part et de l'autre, permettre à ces promus de pleinement jouer leur rôle d'appui conseil aux collectivités dans la préservation du patrimoine de l'État et la gestion des conflits. À la base. 4 modules seront déroulés pour renforcer les capacités des nouveaux sous-préfets, de façon à mieux exercer leur rôle et responsabilités sur le terrain. Les modules portent sur la déontologie administrative, la déconcentration et la décentralisation, le management et le leadership et la rédaction administrative. C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux. Ces sous-préfets que nous avons aujourd'hui, c'est des sous-préfets qui ont été nommés juste le mois passé au nombre de 64. Et nous venons de faire en 2 groupes. Le premier groupe, c'est le centre de Kindia, où nous avons 30 sous-préfets avec des dames. C'est vrai, ils ont la base, parce que toute personne qui passe par l'armée, déjà, il y a l'obligation, ils ont une base. Et le respect de la hiérarchie est maîtrisé par ces sous-préfets. Ici, c'est juste leur donner comment on doit se comporter au niveau de l'administration du territoire. Si on ne connaît pas nos prolongatifs, ça sera très compliqué pour nous à travailler. Mais déjà, avec cette formation, nous pourrons savoir ce qu'il faut et jusqu'où aller dans nos différents services. À terme, ce sont 56 nouveaux sous-préfets repartis en 2 groupes de 28 éléments chacun entre les centres de Kindia pour les nouveaux sous-préfets des régions administratives de Labé, Boké et Kindia et le centre de Sérédou dans la préfecture de Massantan pour ceux des régions administratives de Farana, Kankan, Mamou et Zérékoré qui suivront les modules pendant 4 jours. Par ailleurs, sécurité aéroportuaire, la Guinée révolutionne son système d'atterrissage des vols à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Un nouvel équipement est installé. Il remplace l'ancien dispositif obsolète il y a plus de 16 ans. C'est le résultat des réformes engagées par l'Agence de la navigation aérienne. Mohamed Kamara. La sécurité à l'atterrissage des avions, une des priorités à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Des équipements de dernière génération installés aux extrémités de la piste sont lancés. Ils remplacent ainsi des dispositifs devenus obsolètes. C'est un engagement des autorités aéroportuaires à travers l'agence de navigation aérienne ANA. Un équipement que nous venons d'acquérir, installé, et ça s'appelle l'ILS. L'ILS, c'est Instrument Landing System. C'est un équipement qui aide à préciser l'atterrissage des aéronefs. Donc c'est un équipement important pour la sécurité des vols. La navigation aérienne est incontournable pour la bonne marche d'un aéroport. Une ambition que les responsables du ministère des Transports comptent matérialiser pour améliorer la compétitivité de la plateforme aéroportuaire. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir déjà d'être ici avec lui et toute son équipe pour constater de visu effectivement le remplacement de cet équipement qui était devenu obsolète depuis disons maintenant 16 ans et aujourd'hui qui ne répondait plus, je dirais, aux normes de l'aviation. Vous savez, nous sommes dans un domaine où les normes évoluent constamment, régulièrement et où la sécurité fait figure quand même, je dirais, de sacerdoce. Et donc je suis très heureux, en tout cas l'effet que ça fait à moi, c'est que d'autant plus
que le remplacement de cet équipement vétuste a été fait sur fonds propres de l'ANA. Donc pour dire encore une fois, merci à la gouvernance actuelle du CNRD et du président, le général Mamadi Doumbouya, qui a permis justement que des dispositions soient prises de manière efficace. La mise à jour de ces équipements de navigation s'avère primordiale, une véritable révolution dans le secteur de la navigation aérienne, conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. De la sécurité aéroportuaire à la sécurité maritime. Focus sur cette manœuvre d'envergure. Elle est dénommée Obangame Express. L'exercice se déroule dans les eaux riveraines du golfe de Guinée. Les acteurs impliqués renforcent leurs capacités opérationnelles. La supervision se fait en synergie, une collaboration entre la préfecture maritime et ses partenaires. Adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Il est 7h30 du matin. Nous sommes à la base de la brigade des unités flottantes de l'armée de mer. Les fusiliers marins, la gendarmerie maritime, la compagnie nautique du groupement des forces spéciales et la protection civile s'activent pour l'exercice Obangame Express. Une manœuvre maritime sous-régionale qui s'étend sur plus de 3000 km allant de la Mauritanie à l'Angola dans le golfe de Guinée. Le centre opérationnel de la préfecture maritime assure la coordination des opérations. L'enjeu est de renforcer la sécurité maritime dans ces pays côtiers. Ces exercices, c'est pour nous permettre d'augmenter nos capacités opérationnelles. C'est-à-dire pour que les cadres des différentes administrations aient une même vision sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il faut le faire, quand nous avons une crise dans nos espaces maritimes. Pendant 6 jours, différents scénarios ont été simulés par les intervenants. La piraterie maritime, le narcotrafic, le sauvetage en mer, la pollution maritime et la pêche illicite. Ces exercices ont été menés en synergie par l'ensemble des acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer en Guinée. Aujourd'hui ou demain, quelle que soit la situation qui se posera en mer, nous serons en mesure d'intervenir de façon efficace. L'exercice Obangame permet de se retrouver quand il y a une situation de crise, comment planifier pour gérer une crise maritime. Cette manœuvre grandeur nature illustre la montée en puissance des unités maritimes nationales. Elle démontre leur capacité à intervenir efficacement avec leurs propres moyens en réponse aux menaces en mer. C'est une synergie d'action. Ça nous a permis de nous mesurer, de comprendre notre capacité de réaction, notre opérationnalité et surtout l'échange d'informations et d'expérience. L'exercice Obangame Express est une excellente occasion de renforcer la coopération, de partager les renseignements et techniques permettant de faire face aux défis sécuritaires maritimes dans le golfe de Guinée. Il s'agit de l'exercice Obangame Express, lutte contre le réchauffement climatique. En plus des spécialistes, les hommes de médias aussi se dressent contre le phénomène. Ils sont autour de la table, objectifs échangés afin de trouver des solutions efficaces contre la menace climatique. Moussa Bangoura. Kindia, la ville des agrumes, accueille les professionnels des médias venant de Conakry et de l'intérieur du pays. Ces journalistes de la presse publique et privée échangent sur le genre, l'entrepreneuriat vert et la conservation de la biodiversité. C'est pour fournir aux participants des connaissances et approches pratiques pour améliorer la couverture médiatique des sujets environnementaux. L'occasion est opportune de lancer un appel fraternel et un coup de cœur aux professionnels des médias à s'engager et à mener davantage d'actions en faveur de la promotion des droits des femmes et de la protection durable de notre environnement. Faire porter ce message par les journalistes et professionnels des médias nous rassure qu'il va arriver aux destinataires. Nous espérons que vous repartirez avec une meilleure compréhension des termes techniques pour renforcer la participation de toutes les couches sociales dans le processus de préservation de notre environnement. Ce rendez-vous de Kindia a été l'opportunité pour ces journalistes de passer à revue tous les contours liés à l'adaptation et à la résilience pour le changement
de comportement afin de mieux faire face au dérèglement climatique. Les journalistes font partie des acteurs de changement majeurs qui sont écoutés. En fait, c'est carrément nous aider à maximiser, à intensifier la sensibilisation pour une prise de conscience sur ce phénomène. Nous avons appris beaucoup de choses sur l'environnement. Cela nous permettra de poursuivre déjà ce que nous faisons sur ces questions pour informer, pour sensibiliser, pour faire prendre conscience aux populations sur la richesse de notre patrimoine forestier, naturel et minier. Le projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale pilote les activités en partenariat avec le projet Femmes Pro Forêt de l'Union des producteurs agricoles pour le développement international. Au chapitre éducation, les efforts de qualification s'intensifient en province. À l'Abbé précisément, l'alphabétisation est prise au sérieux. Cela fait suite aux initiatives réalisées sur place dans la formation de base au profit de toutes les couches sociales. Sarafedine Diallo, Marouane Kamara. Entre 2016 et 2023, le taux d'analphabétisme en Guinée est resté alarmant. 68% au niveau national, selon l'Institut national de la statistique. Ces chiffres grimpent à 75% chez les femmes, avec une prévalence marquée en zone rurale. Une tendance que le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation entend inverser à travers la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation formelle et de la promotion des langues nationales. Nous voulons que d'ici 2030, qu'on éradique ou on réduit le taux d'analphabétisme en Guinée. Et il serait nécessaire vraiment que ces citoyens viennent dans ces centres qu'on va ouvrir très bientôt pour vraiment apprendre à lire et à écrire afin qu'ils soient utilisés dans tous les paliers de ce projet Simandou 2040. À l'Abbé, un atelier de sensibilisation regroupant plusieurs acteurs vise la relance des activités d'alphabétisation dans la région. On ne peut que s'en réjouir, c'est un sentiment de satisfaction et nous sommes très contents. Nous voulons que ça aille dans ce sens pour toucher le maximum possible des gens qui ne sont pas alphabétisés à être alphabétisés. Dans ce contexte, le projet Simandou 2040 apparaît comme une véritable opportunité de développement, en particulier pour les zones rurales. D'où la nécessité d'un accès accru à l'alphabétisation pour en faire bénéficier les populations locales. Tous ceux qui embrassent d'autres métiers doivent être sincèrement outillés, doivent être alphabétisés pour pouvoir mener à bien leurs activités. Surtout, vous n'êtes pas sans savoir, dans ce programme de Simandou 2040, tous les métiers, tous les acteurs, chacun aura sa part, chacun aura son travail à faire. Nous remercions très sincèrement le président de la République, Général Mamadi Doumbia, et son gouvernement pour avoir pris toutes les dispositions nous permettant d'être à jour et au bon moment dans le cadre de l'exécution de ce méga projet. Depuis le 5 septembre 2021, le gouvernement guinéen place l'éducation parmi ses priorités. Un engagement qui passe inévitablement par la lutte contre l'analphabétisme, socle tout développement durable. Place maintenant à cette priorité gouvernementale, recensement biométrique. Les cadres des institutions d'enseignement supérieur conscientisent. Le choix est porté sur l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie. Des kits d'enrôlement sont installés, suivis de campagnes porte-à-porte dans les quartiers. Moussa Kouyaté. Les institutions de formation supérieure s'impliquent activement dans la réussite des opérations de recensement. À l'école supérieure de tourisme et de l'hôtellerie, la cellule O+, dirigée par le secrétaire général de l'institution, dévoile son programme devant les étudiants. Nos objectifs visent à informer les populations des différents quartiers de la commune de Somfonia sur les enjeux du recensement et les inciter à se faire recenser. Appuyer les agents recenseurs dans l'identification et l'enrôlement des citoyens. Renforcer la visibilité et la crédibilité de l'ESTH comme institution citoyenne engagée. Et enfin, mobiliser toutes les forces vives autour de cette mission citoyenne. Plusieurs kits de recensement sont installés ici pour faciliter les opérations. L'idée, c'est aussi de rapprocher les agents recenseurs aux enseignants, aux étudiants et à tous les citoyens.
je conseillerais à tout un chacun, que tu sois petit ou grand, dès que tu as l'âge de 10 ans, de te recenser. Parce que déjà, quand tu te recenses, tu as déjà là ta voix qui compte. Une fierté que l'État nous ait accordée ici. Nous sommes trop contents aussi. Et on rencontre un peu de difficultés au niveau des citoyens. Il y a les citoyens qui viennent, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas renseignés au niveau de leur commune, au niveau de leur quartier et leur secteur. Donc, si ils n'ont qu'à essayer de se renseigner avant de venir, ça va nous faciliter la tâche. Toutes les communes de Conakry sont représentées, plus les deux autres communes de Grand Conakry, Koya et du Breka. Actuellement, on en 28 kits avec nous ici. Après la rencontre avec les étudiants, une équipe a sillonné plusieurs endroits du quartier Foulamadina pour inciter les populations à aller se recenser. Recensement biométrique toujours. Les femmes se dirigent vers les femmes. C'est la stratégie d'un nouveau collectif. La structure était à Lambagny et dans certains marchés de la capitale, les avantages liés à l'enrôlement sont largement partagés. Mohamed Lamine Kamara. À l'image de plusieurs organisations non gouvernementales, le collectif de veille de la femme guinéenne contribue activement au développement socio-économique de la Guinée. Après plusieurs activités menées dans le cadre du respect des droits de la femme, la structure s'implique à nouveau dans la campagne de sensibilisation autour du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Ici, à Lambagny, ce sont des groupements et associations de femmes qui se mobilisent. Le CEFEC a organisé cette campagne de sensibilisation sur l'importance du recensement administratif dans la commune urbaine de Lambagny pour 2 jours. Nous avons d'abord expliqué aux citoyens l'importance du recensement et le déroulement du recensement. Beaucoup de questions ont été posées par les citoyens. Nous avons pu répondre aux attentes. Le résultat attendu aujourd'hui est 100% des populations de la commune urbaine de Lambagny sont recensées. Depuis le lancement officiel du processus de recensement, nous sommes déjà dans la mobilisation à tous les niveaux. Et quand maintenant nous avons un autre mouvement qui vient nous renforcer, apporter les mêmes idéaux, on ne peut que se réjouir. Car à Lambagny de nos jours à date, nous sommes à 16 688 personnes enrôlées. De Lambagny cap sur certains marchés de Conakry, des échanges entre femmes sur la nécessité de s'enrôler et d'autres avantages liés à ce programme de recensement biométrique ont été abordés. Tout le monde doit se faire recenser. Ça y va dans notre intérêt, c'est pour notre bonheur. Au-delà de cette campagne de sensibilisation dans la zone de Conakry, avec l'appui du gouvernement, le collectif d'éveil de la femme guinéenne, CEFEG, compte élargir son champ d'action aux autres villes du pays pour un recensement massif de la part des femmes. Dans la savane, Noukounkan, sous-préfecture à forte concentration humaine, en raison de l'orpaillage, les données sont encourageantes. Plus de 7000 citoyens sont actuellement enrôlés. La détermination des populations reste maintenue. La sensibilisation se poursuit avec la contribution des ressortissants. Moussa Komara. À Noukounkan, c'est une course contre la montre. Menu de leur extrait de naissance, chacun veut se faire recenser avant la date butoir. Pas d'activité d'orpaillage pour Magasouba venu très tôt ce matin pour accomplir son droit civique. Le recensement a trop d'importance pour moi. Quand tu voyages avec le document, tu n'as pas de problème. Cette sous-préfecture à forte croissance démographique espère se positionner comme le meilleur élève dans ce processus de recensement biométrique à vocation d'état civil. À date, plus de 7000 citoyens sont recensés, dont 3000 au centre-ville de Noukounkan. Nous sommes à 70% de l'objectif. 70%, nous sommes à 7000 et quelques. L'objectif, c'est 8551. Derrière cette motivation des habitants, les autorités locales qui, depuis le début du processus, rappellent sans cesse l'importance de l'opération pour le pays et chaque citoyen enrôlé. Nous les avons dit que tout le monde doit mobiliser pour se recenser. Parce que ce recensement va permettre non seulement à la population d'avoir un identifiant, porte d'entrée, d'avoir tout document. Pour avoir aujourd'hui le passeport, si tu ne te recenses pas, je crois que c'est ni le non-avenu. Pour voyager aujourd'hui, il faut le primordial.
Comme à son habitude, la directrice générale du laboratoire national de la géologie a saisi l'occasion pour accentuer la sensibilisation. Nous connaissons aujourd'hui le programme Simandou, le président qui entend se battre pour la Guinée. Donc ce programme Simandou qui est un bonheur pour tous les Guinéens. Donc pour que Nkunkan bénéficie de ce partage, il va falloir que Nkunkan se fasse recenser, que nous soyons sur le fichier et à 100%. Donc Nkunkan qui rêve d'être une préfecture, cela aussi ne peut être possible que lorsque nous sommes recensés. Depuis le début de ce recensement qui s'arrête le 31 mai 2025, pas de problème rencontré à Nkunkan. Les habitants plaident une prolongation de 2 semaines, voire plus, pour permettre à tout le monde d'être dans le fichier. À Kouroussa, on assiste à la même préoccupation. Il s'agit cette fois-ci des structures professionnelles. Les promoteurs de la langue nko affichent leur soutien au projet de nouvelle constitution et à juste raison la revalorisation par ce document des langues nationales. Pour aller vite, ils invitent les concitoyens à se faire recenser. Marwan Kamara. Dans la cité de Kamaralai, les promoteurs de l'alphabet nko venus des préfectures et zones rurales de la Haute-Guinée se retrouvent pour une cause nationale, celle du recensement administratif à vocation d'état civil. À travers une journée de sensibilisation, ils manifestent leur soutien au projet de valorisation des langues nationales inscrit dans la nouvelle constitution. Depuis l'indépendance, notre combat a toujours été de valoriser les langues nationales. Aujourd'hui, si cette volonté est prise en compte par le CNRD, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons exprimer notre soutien et accompagner le président pour que cette loi soit adaptée à l'unanimité. La mère de Kanté Solomana, l'un des plus grands défenseurs des langues nationales, est originaire de Kouroussa. Il est donc important pour nous d'exprimer notre joie ici. À la Maison des Jeunes, une manifestation culturelle est organisée pour faire passer des messages. À travers chants et danses, les populations sont invitées pour plus de mobilisation sociale pour la réussite du recensement national. Nous appelons les populations de Kouroussa à se faire recenser massivement, car c'est le seul moyen pour nous d'adapter cette constitution qui valorise nos langues nationales. Nous remercions les citoyens de Kouroussa, mais notre principal message est de les inviter à se faire recenser s'ils souhaitent véritablement aider le président. En mettant en avant les langues nationales comme symbole de fierté culturelle et de cohésion sociale, les promoteurs espèrent inscrire leur combat dans l'histoire et faire de la Guinée un modèle en Afrique en matière de promotion des langues nationales. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, entrepreneuriat agricole, la mécanisation fait tache d'huile, des équipements de labour et de transformation sont mis à disposition. C'est au bénéfice des producteurs évoluant dans les préfectures de Boké et Bofa, un accompagnement pour alléger les travaux champêtres. Finalité, mettre sur le marché les produits agricoles compétitifs. Fodé Camara, spécialiste maison. Au lendemain des premières pluies, le parc des moyens de production du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage s'élargit. Le projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat agricole des jeunes met à la disposition des producteurs, des tracteurs, motoculteurs et accessoires, sans oublier les outils pour le centre de conditionnement de semences de Koba. Des équipements pour le centre de conditionnement de semences qui a besoin d'être appuyé en palette, en chariot. Qui dit semences améliorées dit conditionnement, production et conditionnement de ces semences. Qui dit centre de conditionnement parle de labo. Aujourd'hui, on a besoin de renouveler leurs thermomètres, leurs germoirs, leurs GPS et surtout les équipements aussi pour le conditionnement du riz qui a été sélectionné. Au niveau de l'aval des filières riz, fonio et arachides, des étuveuses, des moulins et des tricycles sont aussi disponibles pour les coopératives de transformation et de commercialisation des produits agricoles des préfectures de Bofa et de Boké. Souvent, notre pays est reconnu pour être un pays qui est submergé de produits importés. C'est un peu l'ambition aussi de freiner cela, ou en tout cas d'avoir une balance acceptable sur cet état de fait.
On ne peut pas avoir ce que nous avons donné par Dieu en termes de qualité de terre arable et qu'on soit en train d'importer même de nos voisins pays sahélo-sahéliens auxquels pays nous donnons de l'eau. Donc je voudrais encore une fois au nom de Monsieur le ministre Félix Lama, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, remercier son Excellence Monsieur le Président de la République tout l'appui, tout le soutien et tout l'accompagnement en direction de ce secteur placé désormais au point 1 du programme Simandou 2040. C'est un ouf de soulagement quand on sait que la préfecture de Bofa est essentiellement agro-pastorale, malgré qu'on nous attribue un côté boom minier, mais l'essentiel et l'essence de l'occupation de nos populations locales demeure l'agriculture et l'élevage. Donc c'est un motif de satisfaction pour moi en tant qu'autorité préfectorale, représentant de Monsieur le Président de la République et de tous les membres du gouvernement, et la personne chez laquelle toute cette population aussi pose son problème. D'une enveloppe de 12 millions de dollars, le projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne est financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement. Un projet très actif dans l'aménagement des terres, sans oublier la structuration et la formation continue des paysans. Cerise sur le gâteau, cette tradition qui défie le temps, la mare de Barreau dans la préfecture de Kouroussa. L'événement Draine du Beaumont, vous allez le voir tout de suite, une retrouvaille sur fond de célébration d'une partie du riche patrimoine culturel national. Le parrainage et le marrainage sont respectivement assurés par les ministres de la Culture et de la Pêche. Kadiatou Souleymane Keïta. Barreau, l'une des 14 communes rurales de la préfecture de Kouroussa, située à plus de 800 km de Conakry. Depuis la nuit des temps, cette localité est reconnue pour sa célèbre fête annuelle de la mare, symbole de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle. Cette célébration met à l'honneur la pêche artisanale à masse, exécutée dans une ambiance à la fois festive et rituelle. Cependant, les autorités locales ont profité de l'occasion pour exprimer leur inquiétude quant à la préservation de ces patrimoines ancestrales, menacés par le manque de moyens et d'accompagnement. Le nom de Bolé est parti loin, certes, mais l'état actuel de la mare reste inquiétant. C'est pourquoi je lance ici un appel pressant à tous les partenaires au développement pour la sauvegarde de la mare. Je souhaite humblement auprès du ministre de la Culture le redémarrage des travaux de construction du chantier du campement touristique de Barreau à l'arrêt depuis le mois de mars 2021. Au-delà de son aspect culturel, la fête de la mare constitue également une opportunité de valorisation du potentiel touristique de la région. Cette année, la participation des ministres en charge de la pêche et de la culture a donné un éclat particulier à l'événement. En son nom, personnellement, il m'a chargé d'adresser à la communauté de Barreau son engagement à continuer à collaborer avec ses homologues de la pêche, de l'environnement, pour promouvoir la fête de la mare de Barreau et surtout à préserver la pêche à travers le reboisement et la protection de la mare sacrée Bolé. Entre tradition, spiritualité et modernité, Barreau montrait la force de ses racines et l'attachement indéfectible de ses fils à leur patrimoine. C'est dans un commentaire signé Mohamed Kourouman. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes